Eh ben, bienvenue pour ce nouveau coup de cœur du luxe. Ça fait un petit moment apparemment que c'est apparu sur les réseaux. Eh bien, c'est le grand retour avec un grand film, on peut le dire, Beau is Afraid de Ari Aster, un film qui était attendu pour cette année 2023, surtout auprès du luxe, hein. On l'attendait pas mal ici. On attendait d'avoir un avis tranché, ce qui a été un peu le cas. Mais nous, en tout cas, on l'a tous les deux apprécié ici avec Lazare qui m'accompagne pour ce coup de cœur. Salut Lazare. Salut, merci beaucoup de m'accueillir pour ce coup de cœur du luxe. Bah, en tout cas, on peut le dire, du coup de cœur, tous les deux, on a particulièrement apprécié ce Ouais, film. on n'a pas encore échangé d'ailleurs avec Benjamin sur exactement ce qu'on n'aimait pas du film, mais en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Et Benjamin, toi, je crois que tu as aimé, mais avec peut-être un peu plus Voilà, de réserve. il y a quelques petites réserves, mais ça se tient quand même à... J'ai globalement adoré le film. Ah oui, globalement, oui, non, c'est Ouais. cool. Eh ben, écoute, ce qu'on va faire, peut-être que du coup, on fait une partie où on échange un petit peu sur le film, mais on fera peut-être une partie spoiler. Alors là, pour le coup, c'est clair qu'il y a de quoi spoiler. Oui, c'est pour ça qu'on va rester le plus Moi, je commencerai tout d'abord en global. disant, ceux qui n'ont pas vu le film, qui comptent aller le voir, arrêtez d'écouter maintenant Ouais. parce que je pense que c'est un film où il faut y aller un peu sans avoir trop vu. Je trouve que l'une des grandes qualités du film, c'est justement cette Ouais. sensation de plonger dans un univers mais absolument délirant. Tout est inattendu. On a Mm. toujours un rebondissement toutes les 30 secondes. Justement, il faut y aller les yeux fermés. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir le film, foncez le voir. Il est Voilà. encore en salle. Mais si Bon, vous êtes dubitatif, là, c'est le moment d'écouter. voilà, c'est ça. Là, on va vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir Beau is Afraid. Et alors, pour toi, Benjamin, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir Beau is Afraid? Pourquoi il faut voir Boys of Fred? Parce que déjà, c'est un film marquant. Ça, il faut le dire. Je pense que ça soit un film qui ne soit pas apprécié ou que ça soit un film qui est apprécié, c'est un film qui est marquant, qui restera, je pense, quand même, dans les mémoires de ceux qui l'ont vu. Peut-être pas particulièrement pour l'histoire ou autre, mais en tout cas, on va en revenir peut-être tout à l'heure, mais c'est la réalisation et les images, la photographie, l'acting. Ça, en tout cas, c'est ce qui reste particulièrement en tête. Et moi, j'ai des frissons encore à certaines scènes parce que Boys of Fred, c'est aussi une pléthore de propositions. Donc, on a des scènes différentes. Ça peut même facilement se diviser en 4 parties, entre guillemets, 4 parties dans le film. Et il y a des scènes, en fait, le film n'arrête pas de changer en plus de ton, entre guillemets. Donc c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que certes c'est 3 heures, mais ça reste 3 heures très divertissantes. Ouais, moi je suis assez d'accord sur le fait que moi je suis très content parce que c'est vraiment une proposition qu'on n'a jamais. En fait, des films aussi perchés, aussi abstraits, avec un budget qui est quand même explosif. Là, A24, ils ont clairement mis les moyens. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est la radicalité de la proposition, mais au service de vraiment beaucoup de moyens, vraiment une vision hyper dantesque. Alors, ça pourra faire penser à Everything Everywhere dans le côté un peu gros délire de réalisateurs qui ont envie de se faire plaisir. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est un petit peu, finalement, avec le pari qu'on avait avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors voilà, attention, là, on attaque Ouais, là un quand gros même, morceau. Non, mais c'est pas, je pense que les films grosse sont, comparaison. non, c'est pas, c'est une grosse comparaison dans le sens où 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était un pari fou, un pari assez Mm. risqué, de mettre autant de moyens dans un truc, finalement, hyper barré. Là, je trouve on retrouve un petit peu ça avec Ouais. Boys of Fred. C'est un film rare, et c'est surtout un film à voir vraiment en salle. Mm. Audacieux. C'est ça, c'est hyper audacieux. Alors effectivement, tu disais que le film, les gens allaient le retenir quoi qu'on en pense. Et je pense qu'effectivement, vu les réactions hyper Mm. contrastées qu'on a eues de certains spectateurs ou Mm. même qu'on voit dans la presse, hein, il y a des gens qui détestent le film. C'est Mais ça. je pense que dans tous les cas, même ceux qui détestent le film s'en souviendront toute leur vie, surtout de certaines scènes en particulier. Je pense plus à une scène à la fin, Benjamin. Oui. On en parlera peut-être après, parce que je crois que c'est la partie où tu as un peu le plus de Ouais, c'est réserve. ça. C'est ça. Ok. Sur ces 4 parties, je trouve qu'il y a quand même une inégalité tout Ouais. de même, mais ça reste pas moins que la première heure est incroyable. C'est dingue. Ah ouais, Voilà. ça marche tout de suite super bien. Ça fonctionne. Il t'envoie directement dans l'univers. Et en même temps, ça prend vraiment son temps. Oui. Voilà, on peut parler du film là comme ça, mais ouais, cette première heure, moi j'ai carrément accroché. Ouais. C'est brillant. Alors effectivement, ça fait hyper faux. Vraiment dans l'univers, tout paraît fabriqué. On sent que Tout de suite, c'est métaphorique. On le sent. ouais.
C'est sûr, sans qu'on nous le dise vraiment. Là, on sent Mm. qu'on est dans la tête du personnage tellement tout ce qui se passe est complètement fou. L'appartement de Joaquin Phoenix, il y a vraiment un travail de déco qui est fou. De toute façon, sur tout le film, Mm. il y a beaucoup, beaucoup de détails. Vous allez voir que c'est un film aussi où il y a des références visuelles qu'on voit au début, qu'on retrouve en fait à plusieurs moments C'est du ça. film. Sachant qu'en plus, Ari Aster, c'est un réalisateur de l'environnement. Et là, il le prouve encore une fois. Il aime beaucoup ce qui se passe devant et avant tout derrière. Il aime beaucoup l'arrière-plan. Je pense évidemment à plusieurs scènes avec un certain acteur, Denis Ménochet, sans spoiler. Oui, non, on dit rien, on dit rien. Voilà. Mais en tout cas, ça, il le prouve encore une fois. Et c'est assez impressionnant comment il arrive à utiliser aussi, pareil, ces échelles de plans, cette réalisation de, comme tu dis, il utilise plusieurs détails différents qui se rebondissent et qui font écho. Ça m'a même fait penser, tu vois, un peu à Under the Silver Lake. Tu sais, c'est un film, Under the Silver Lake, où tu as plein de références cachées dans le décor. C'est ça. Tu pourrais analyser le film 100 fois et ça fait un peu comme une sorte de jeu de piste gigantesque. Tu vois, hier, en discutant aussi du film avec d'autres, je trouve que le film est très inspiré déjà. On peut en reparler peut-être de ça, mais le film est particulièrement inspiré de plein de réalisateurs. On peut retrouver, comme tu as dit, Under the Silver Lake, qui est inspiré de Lynch. Donc c'est très lynchien quand même comme film, Boy is Afraid, mais où on se perd pas non plus, où ça reste assez mécanique, je trouve, parce que je trouve quand même... On suit très bien l'histoire. Hein, on suit très bien l'histoire. C'est vrai qu'on n'a pas du tout dit le scénario d'ailleurs, mais c'est vraiment... Bah, en fait... On pourrait dire que l'histoire, c'est dans le titre aussi. C'est juste et c'est surtout que c'est un mec qui doit rendre visite à sa mère et ça ne se passe pas comme prévu. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. Tout simplement. Mais Beau is afraid. Il a peur, quoi. Tout simplement. Et il a peur de tout ce qui se passe autour de lui. Et on n'a pas besoin de plus, je pense, parce que clairement, c'est peut-être aussi un reproche qu'on peut lui faire, mais l'histoire va pas non plus raconter énormément de choses. Et en même temps, reste avec cette mécanique à raconter... c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi Ari Aster dans ses films, Midsommar ou Hérédité, et là encore avec Beau is Afraid, c'est qu'il utilise vraiment très très peu de son histoire pour détailler et décortiquer à fond justement cette ligne de dialogue limite. Midsommar par exemple, c'est une secte bizarre. Hérédité, c'est la peur justement de la famille, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Et il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Beau is Afraid, c'est Beau a peur de l'extérieur, de tout. C'est un peu le pitch, et on n'a pas besoin de plus parce qu'il y a plusieurs éléments après qui ne racontent pas vraiment une histoire, qui sont juste là pour plus être une place dans une scène particulière, mais qui ne raconte pas une histoire. L'histoire en elle-même n'avance pas, c'est plus des scènes en elles-mêmes qui essayent de mécanique, et c'est pour ça que ça fonctionne particulièrement. Et ce qui me revient à me dire aussi que Beau is Afraid, on n'a pas précisé, mais c'est une comédie, entre guillemets, oui. Un peu horrifique, un peu angoissante, mais c'est avant tout une comédie, je trouve. Horrifique, je suis plutôt partisan de dire que non, mais il y a des codes de mise en scène. Il y a des scènes où vraiment tu reconnais que tu vois qu'Ari Aster a réalisé un film d'horreur, parce que finalement il n'en a pas tellement réalisé d'autres. Midsommar compte vraiment pas dans la catégorie film d'horreur. Non, oui, effectivement, ça surfe sur plein de genres différents, et je trouve que c'est ça qui est assez hallucinant avec Ari Aster, c'est qu'il arrive à faire une comédie qui, en tout cas sur moi, a vraiment marché. Il y a vraiment, j'ai ri de mon cœur pendant la séance. Il y a effectivement, on va pas spoiler, mais Denis Ménochet, voilà. Moi j'adore. Là, ce qu'il nous a proposé, c'était un régal. Je sais pas si c'est le rôle de sa vie, mais en tout cas, c'est un des rôles qui fera date quand on fera quand on fera la compilation de tous les rôles de Denis Ménochet. On dira alors celui-ci, on s'y attendait. C'est l'un de ceux qui le marque déjà le plus, hein, à Denis Ménochet. Il l'a déjà dit dans une vrai, interview. Ouais. C'est un de ses rôles les plus marquants, quoi. Donc, en parlant de ça, Joaquin Phoenix a un potentiel comique affolant, et ça fonctionne super bien. Ouais, c'est vrai que là, il est pas dans un registre où on a l'habitude en plus de le voir jouer. Il est tout calme, tout penaud, tout gentil. Alors, j'ai pas souvenir, toi, de film dans lequel j'ai vu jouer un peu comme ça. Her, moi j'ai un peu ça, mais il est pas du tout dans le même registre. C'est pas la même chose, ouais. Il est pas, c'est pas un ton comique en plus, mais il est tout calme dans ce film, mais là c'est pas pareil. En fait, son personnage a un côté un peu plus pathétique, on va dire. Ouais.
D'où le côté comique qui fonctionne particulièrement. Passe son temps à s'excuser. Ouais. C'est vraiment, il y a plein de choses qui. Sans être lourd d'ailleurs. Ouais. Le personnage un peu qui n'arrive pas avec l'extérieur et qui s'excuse tout le temps, on a l'habitude de voir ça, mais là ça va, c'est pas si lourd que ça non plus dans l'humour. C'est ça la particularité aussi de Beau is Afraid, c'est que c'est ce que je me disais pendant le film, c'est que c'est un film qui ne cherche pas à te faire rire mais qui en devient hilarant. Ouais, et je comprends qu'il y a des gens, par exemple, qui rigolent pas du tout, parce qu'effectivement, comme t'as pas l'impression que le film essaie toujours de te faire rire, c'est des situations qui font rire. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a des gens, ils étaient juste en malaise devant, se disant, oh là là, mais qu'est-ce que je regarde. C'est très second degré, hein. Le premier degré, ça c'est me autre fait chose. penser à quand j'avais découvert les films de Dupieux. Tu vois, au début, le premier que j'ai vu, c'était Réalité. Et au début, j'avais pas capté que c'était un film drôle. Pour moi, c'était genre premier degré, c'était vraiment juste un film bizarre. Ouais. Et en fait, c'est hilarant. Mais moi, après, en le revoyant, je trouvais ça encore plus drôle, tu vois. Mais c'est peut-être aussi ça qui fait que les gens ne captent pas tout de suite le côté comédie, tu vois. Ouais, tu prends un peu dans ta face comme un film premier degré, avec une allégorie, machin, truc. Alors moi, pour le coup, on aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard, mais moi, tout sur le côté analyse, allégorique, etc., moi, je suis passé à côté. Je trouve que c'est avant tout ce que je trouve réussi, c'est ce côté vraiment, il arrive à créer des sensations, des émotions chez le spectateur que j'avais pas souvent ressenti. Il y a une scène qui se passe dans la forêt où vraiment j'avais l'impression d'être hypnotisé par le film. Je sais pas si tu vois la séquence dont je parle. Je pense que c'est la scène qui va marquer le plus. Quand la scène s'arrête, tu as vraiment l'impression de revenir dans la réalité. Ça, je suis pas sûr que ça me soit beaucoup arrivé. Et puis, tu vois, il y a vraiment un truc hyper hypnotisant pendant tout le film. Et ça, c'est super curieux. Et du coup, tout s'enchaîne de manière absurde. Et à chaque fois qu'il arrive un truc d'absurde, tu es là juste à te dire ok, bah vas-y, emmène-moi là-bas. Et j'étais tout le temps comme ça dans le film, assez client. Et je sais que des retours que j'ai eu, il y a des gens, ça les agaçait un petit peu de pas comprendre où le film allait. Et c'est là que je comprends en fait que les gens aient pu pas apprécier. C'est-à-dire quand tu l'analyses à fond, froidement, je pense que c'est très pénible à regarder parce que je pense que là, comme ça, en premier visionnage, c'est difficile d'en tirer un sens vraiment précis de ce qu'il essaie de dire. Comme on a dit tout à l'heure, en plus, c'est pas un film qui raconte énormément de choses dans son histoire. C'est, encore une fois, par exemple, la scène dans la forêt a sa bulle en elle-même, mais ne fait pas avancer du tout l'histoire de Beau. Et c'est vrai que pendant tout. Après, ça reste un très joli road trip aussi, je trouve. Il y a un côté très road trip, mais tu vois, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce film et que peut-être que ça a fonctionné pour nous, c'est que la destination ne nous importait que peu. Alors que pour certains, la destination, et je peux le comprendre totalement, c'était un élément qui devait avoir une importance ou même une révélation, parce qu'il y a un peu le sensationnalisme qui est important. Pourquoi tout ça si le film va nulle part? Voilà, c'est ça. Alors que je pense que nous, on s'est déjà dit dès le début qu'on savait que ça allait nulle part. Et c'est peut-être parce que Joaquin Phoenix, je sais pas, en tout cas moi c'est parce que Joaquin Phoenix, l'acteur en lui-même, me faisait dire dans son personnage, dans son attitude, qu'il savait pas où il allait. Donc, et que même justement, il ne veut pas savoir où il va, quelque part. Donc du coup, je me laissais emporter avec lui. Et comme j'ai eu un grand attachement aussi avec ce personnage-là, ça a fonctionné aussi dans ce sens-là. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas du tout supporté le jeu et qui n'ont pas du tout supporté le personnage. C'est marrant, parce que moi, je trouve que ça marche de fou, quoi, vraiment. Mais bon, alors je propose qu'on passe à la partie plus spoiler. Spoiler, là. Ouais. On est entre gens qui ont vu le film. Alors là, spoiler. Ouais. Ok. Alors du coup, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, foncez le voir. J'espère qu'on vous a convaincu. Toujours au luxe. Il est au luxe, ouais. Et je crois qu'à un moment donné, seulement au luxe en plus. Je me demande si après il va pas être au Café des Images. J'ai un doute. Je sais pas quand sortira cette vidéo en tout cas. Enfin là, au moment de l'enregistrement de la vidéo, on est quel jour aujourd'hui On est, je crois, on est le 2 mai. On est le 2 mai. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, le film est encore en salle. Et bien, au revoir à tous ceux qui n'ont pas vu le film. Et maintenant, voilà, bienvenue. Nous sommes entre gens qui ont vu Beau is Afraid. Et là, voilà, si on est dans la même salle. Ou alors, si vous en foutez, au pire, vous écoutez toujours. Ça, vous écoutez, mais on vous encourage quand même à voir le film. Mais en tout cas, bon, si on est dans une même salle là, entre gens qui ont vu Beau is Afraid, je pense qu'on se regarderait tous autour de nous avec des regards en mode qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ces couilles géantes? Qu'est-ce que c'est que ces couilles géantes? Alors ça, bon, allez, on y va direct. Moi, j'adore cette scène. J'adore cette scène pour plein de raisons. Enfin, pour plein de raisons, genre pour quelques raisons juste. Alors déjà, encore une fois, moi, j'étais pas du tout dans l'analyse du film, donc je me laissais vraiment porter par le truc. Et donc, ce que je trouve génial avec cette scène du grenier, c'est que t'as l'impression que le film est en train de se terminer.
Ouais. Que tu as vraiment cette discussion de fin avec la mère, assez verbeuse, moi, qui m'a moins accroché. C'est peut-être la partie qui m'a moins plu dans le film. Et, Je partage. et donc, on a l'impression que le film se termine, etc., s'auto-explique un petit peu. Et puis là, donc, elle lui dit voilà, de monter au grenier. Et je trouve incroyable qu'un film qui se termine rebondisse Ouais. sur une scène absurde. Parce que, donc, oui, effectivement, il y a des couilles géantes qui parlent. Et après, il y a Denis Ménochet qui arrive par la fenêtre pour, pour poignarder cette paire de couilles. J'ai vraiment eu un instant. C'est là où je disais c'est ça que j'aime sur le film, c'est qu'à la fois il m'a hypnotisé et à des fois je suis resté, mais tu restes comme un con quand tu vois cette scène-là. Et ça, c'est un truc qui réussit vachement bien, Ari Aster. C'est vraiment cette sensation de dire ok, alors où est-ce qu'on va? Un peu comme dans Hérédité, je vais pas spoiler pour ceux qui ont vu le film, mais la scène du poteau. Oui. Voilà, t'as un peu ce moment où t'es là entre rire et en même temps te dire est-ce que je peux rigoler de ce truc? Et moi j'aime beaucoup le fait de me dire que tu as un peu l'impression qu'il torture le spectateur. Ouais. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire le film est en train de se terminer. Et non, paf, il te balance des couilles géantes. Ouais, ce qui va avec la continuité du film de toujours proposer des registres différents. Et c'est ça. Pour Et une fois la scène passée, t'as une autre scène, voilà, où conclusion et tout. Ensuite, il va sur la barque. Là, c'est les étoiles, machin. T'as l'impression que le film se termine. Et là, paf, scène où il est devant un tribunal et tout, qui le juge pour tout ce truc qu'il a fait. Le film ne s'arrête jamais. Ouais. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que t'as l'impression que il est pas là pour laisser le spectateur tranquille. C'est vraiment un cauchemar qui continue, qui ne s'arrête jamais. Et vraiment, il s'arrête littéralement jamais parce que même pendant le générique, on laisse la dernière image de fin avec la barque. C'est vrai. Et ça, j'ai trouvé ça hyper couillu. Parce que le film, finalement, il aurait pu s'arrêter une demi-heure plus tôt. Oui, clairement. Il dit rien de plus. Mais je crois qu'il est vraiment dans ce truc de on va continuer ce trip jusqu'au bout, quoi. Bah, tu vois, je pense que parce qu'on parle de ça, je voulais pas en venir à un point négatif parce que moi, c'est mon seul point négatif, ces scènes-là, justement, cette dernière demi-heure. Que, comme tu as dit, là, le film s'auto-explique, déjà d'une. De deux, je trouve qu'il devient pas drôle aussi. Bizarrement, là, l'humour ne passe plus. Personnellement, moi, parce que c'est ça. Ça devient verbeux, en fait. C'est ça. L'humour ne fonctionne plus. Joaquin Phoenix aussi s'efface, bizarrement, je trouve aussi dans son jeu. Il y a quelque chose. Et tu vois, les couilles géantes, j'ai trouvé ça. Non, mais rien que d'en parler. Alors, c'est symptomatique. C'est symptomatique d'un truc quand même, les couilles géantes. Je trouve quand même qu'on peut en rigoler et faire d'un élément, un détail, les couilles, du genre, oui, voilà, il a peur parce que sa principale psychose, c'est justement le fait de jouir. C'est techniquement ça. Il a peur de jouir parce que il a peur qu'il y ait un haut de cœur. L'idée est géniale. L'idée il a est peur géniale de ressentir le bonheur le plus absolu. C'est ça. C'est génial. Qui est l'atteinte vers l'au-delà un peu. Et puis je pense qu'il y a une métaphore avec la mère qui littéralement, il a peur de mourir, il a peur de l'autre. Tu vois, genre, c'est très bien fait, mais et là-dessus, je lui retire rien. Mais le côté les couilles, voilà, moi c'est là où je l'ai. C'est important de le dire. C'est que les couilles, je veux bien que ça soit un détail, qu'on en rigole plusieurs fois dans le film, mais pour autant, il faut pas que ça en devienne un élément scénaristique. Et j'avoue que le coup du grenier et là, je pense qu'il y a un peu aussi... Alors, moi, honnêtement, je l'ai pas mal pris, mais ceux qui n'aiment pas le film et qui reçoit... Enfin, celui qui n'aime pas le film et qui reçoit la scène des couilles, c'est un peu une insulte envers lui. C'est t'as pas aimé mon film, eh ben, sache que mes couilles, c'est un élément scénaristique important. Et si t'es pas dans mon humour, eh ben, je vais en faire du n'importe quoi. Parce qu'il y a aussi le côté, surtout, le point de détail, c'est dès le début du film, on lui dit il y a un truc avec la scène du bain. Ok, il y a un truc avec la scène du bain. Donc, du coup, celui qui veut avoir une révélation, il se dit qu'est-ce que c'est que cette scène de bain ? Et c'est ça, oui. Et après, la scène de bain se transforme en scène du grenier, qui devient un peu qu'est-ce que c'est que cette scène du grenier ? Qu'est-ce qui se passe dans le grenier ? Et une fois qu'on est dans le grenier, donc la révélation pour le spectateur qui s'attendait à quelque chose, à une révélation ou autre, c'est une paire de couilles. C'est une paire de couilles. C'est incroyable. Et là, il l'insulte. Donc moi, ça va que je me suis pas senti insulté. Voilà, j'ai juste eu une petite longueur à ce moment-là. Mais pour autant, ouais, il insulte complètement ceux qui n'aiment pas son film. Mais ça, tu vois, je trouve ça super rare. Je trouve que ça reste honorable. Hein. Et moi, j'aime bien en fait cette philosophie de pas brosser le spectateur dans le sens du poil et d'aller vers effectivement ça, une insulte. J'irai pas jusque là, mais effectivement, ça reste une insulte quand même, je trouve. Tu sens qu'il est vraiment pas là pour faire une belle fin, une jolie fin hollywoodienne, quoi. Il est vraiment, il veut te. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est là où en fait c'est très surprenant. C'est là où effectivement la grande révélation, tu t'attends tellement pas à ça. La surprise, elle est réussie, mais tellement.
C'est même la façon dont la paire de couilles apparaît. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, tu vois son frère qui est dans le grenier, tu te dis, ah, c'est ça la révélation. Et là, non. Une autre voix, et dans la pénombre, tu vois d'abord le visage se dessiner, et là, tu as la paire de couilles qui apparaît. Je trouve qu'il y a tout qui fait que la surprise, elle est ultra réussie. Personne ne peut s'attendre à un truc comme ça, aussi what the fuck. Et puis Denis Ménochet qui surgit juste après. Ouais. Enfin, je trouve que c'est ça qui fait que c'est les plus belles surprises. C'est presque un screamer dans le sens où c'est Oui. c'est incroyable. Ah, surtout qu'en plus, ça gueule et puis C'est- à la moitié avec ses J'appellerais ça pattes. un screamer scénaristique. C'est vrai. Mais non, mais franchement, pour en revenir quand même sur toutes les parties du film, Oui, à c'est part vrai cette que là, dernière là, scène, parce que là, évidemment, c'est le grand débat. Oui, juste pour finir, la scène du Colisée, moi personnellement, j'ai pas du tout aimé. C'est les deux trucs de Boys of Red que je mets sur le côté. Moi non plus. Je crois encore une fois, je crois que j'ai bien aimé ce côté torture du spectateur. Et puis, moi, ça m'a fait penser, alors ça, on peut peut-être pas parler à tout le monde, mais au frère Karamazov de Dostoïevski, où c'est pareil, à la fin du livre, tu as une scène de procès qui dure, ça doit durer genre 100 pages. C'est interminable. 100 pages, c'est 2 monologues. Ouais, ok. Et t'as un peu ce côté interminable, t'as un peu pareil ce côté, mais laissez-moi tranquille. et c'était drôle. Mais effectivement, le problème, je trouve, dans cette scène, c'est que ça fait redite. Oui, le c'est truc ça. qu'on a entendu avant. Mais Et sur l'idée, je comme tu as trouve dit, il s'auto-explique en plus. C'est assez Ouais. désarmant quand même Ouais, c'est à ça. ce moment-là. Mais c'est dommage parce que finalement, les explications avec sa mère qu'il y a avant la scène du grenier, on aurait presque pu s'en passer pour Oui. arriver à la Ouais. scène du procès. Et là, ça aurait été plus intéressant, quoi. Peut-être. Mais bon, ça m'a pas dérangé plus que ça, j'avoue que. Ça en fait pas le j'étais film troublé. mauvais de toute façon. Non. Et puis bon, voilà, on peut parler quand même d'autres scènes, mais bon, tu l'as dit, moi, la scène de la forêt, donc la scène de pièce de théâtre, Oui. c'est assez fou. Il y a un travail de la bande son à ce moment-là qui fait Ouais. que tout est hyper fluide. Tu sais, là, le sorte d'instrument là qui s'actionne, qui fait un long bruit sourd comme Ouais. ça. Je me demande si genre. C'est hypnotique en plus. Mais oui, mais je me suis demandé si ça se trouve, tu sais, j'y connais rien, mais ça se trouve, c'est une fréquence qui est Oui, c'est possible. Ouais. audio qui est vouée à mettre le spectateur dans des. Tu sais, t'as des trucs comme ça. En état de transe. Ça se trouve, j'ai des grosses conneries. Hein. Non, moi Mais, ça m'étonnerait pas parce que tu sais, c'est un vibrement. Ouais, et ça comme un apaise ronronnement de complètement. chat. Surtout que moi, j'ai rien compris à ce qui se passe Ouais. dans cette scène. Enfin, toute cette scène de ce qu'il raconte. tu te dis, Oui, tu n'as ni queue ni tête et tout. Et même la conclusion de la scène, la rêverie avec ce petit. Mais papa, si tu n'as jamais fait l'amour avec maman, comment tu nous as eu Qui est- fin de l'anecdote. C'est Oui. vraiment, j'adore. Ah, c'est très drôle. Ça passe encore une fois super bien ce côté. Là, pour le coup, ça fonctionne bien. On te raconte une très belle histoire et en fait, à la fin, Puis, ouais. la blague des couilles. Et voilà, Mais- un autre screamer scénaristique, on adore. Tout à fait. Non, et puis moi, principalement aussi, on parle de cette scène très marquante, mais c'est la première séquence que j'adore. Moi, j'adore la première heure. Je trouve que ça fonctionne ultra bien. Ça devient même. Tu sais, je le disais à des amis hier en débat, mais je trouve que c'est limite du finisher à ce moment-là, tellement c'est mécanique, c'est bien rythmé. Il y a des longs plans séquences comme il faut sur des moments d'émotion qui fonctionnent très bien au téléphone et que tu comprends Ah oui. très bien le personnage, comment il se positionne, comment il est. Du genre, la scène, je donne un exemple pour qu'on concrétise, c'est la scène où il doit sortir pour aller à l'aéroport, il met ses clés dans la porte, il pose sa valise. Ah mince, il a oublié un truc. Donc là, on est vraiment dans le personnage paranoïaque. Il retourne dans l'appart, il court, il prend du fil dentaire et là, tout a disparu. Et c'est là où Hitchcock rejoint Lynch grâce à Ari Aster, c'est que on se dit, il y a eu un saut dans le temps. Est-ce que en fait, il n'est pas paranoïaque vraiment et il s'est exprès posé parce qu'en fait, la scène d'après, c'est Joaquin Phoenix qui parle à sa mère pour lui dire bah ouais, je peux pas venir, et en même temps tu sens dans ce dialogue très long à sa mère et lui au téléphone que il avait pas envie d'y aller. Enfin, tu sens vraiment qu'il y avait pas envie d'y aller, quoi. Et c'est cette excuse, en plus je la vis parce que c'est le genre d'excuse qu'on a déjà faite à des gens. C'est un peu tu vois, il y a vraiment un truc qui s'est passé dans ma vie là, tu vois, ça m'empêche de venir. Il y a vraiment un truc dans ma vie qui s'est passé, et là, le coup des clés, il y a vraiment, tu vois, je peux rien faire, les clés. Alors qu'en vrai, il aurait pu se barrer de son appart miteux pour aller rejoindre sa mère richissime et se faire rembourser tous les dégâts qu'il pouvait y avoir dans son appart. Sa mère, elle l'aurait remboursé comme jamais, c'était sûr, vu comment elle est plein aux as. Mais non, et tu sens qu'il n'a pas envie d'y aller. Et du coup, tout ce côté, cette scène avant où il a perdu les clés, tu te demandes si, dans la paranoïa,
il n'a pas justement fait exprès. Et du coup, pendant tout le film, ensuite, ça institutionnalise le fait que peut-être que ce personnage-là va faire exprès de pas te montrer certaines choses. Du genre, encore une fois, après, il y a peut-être plein d'exemples, mais le dernier exemple que je prends, c'est que plus tard dans le film, du coup, un moment, il dit à la fille dans la famille qui rejoint, qui se fait kidnapper à moitié, il y a la fille et la sœur, techniquement sa fausse sœur, qui demande à récupérer un peu son lit, entre guillemets, et lui qui dit mais t'inquiète pas, je peux récupérer le canapé, qui refuse la première nuit, et la deuxième nuit, elle accepte, mais on n'a pas vu la scène où elle accepte. Parce qu'il n'a pas envie de nous le montrer que justement il y a eu peut-être une bonne relation entre les deux. Je trouve ça très intelligent aussi de Harry Astor dans ce film, là-dessus. Alors, c'est marrant, tout le truc où tu dis que Beau il ment et que en fait il a pas perdu ses clés. Et bah, moi c'est marrant parce que moi je l'ai vu, j'étais premier degré avec lui. Moi j'avais plutôt l'impression que c'était sa mère qui abusait en fait. Parce que effectivement, moi, en vrai, effectivement on pourrait se dire là comme ça, où il pouvait la rejoindre, sa mère elle est richissime et tout. Enfin moi j'avais perdu les clés de mon appart, j'ai des gens chelous dehors, même si c'est dans sa tête. J'avoue que je retarderais peut-être je retarderais peut-être mon vol. Donc ouais, non, moi je l'ai pris plutôt premier degré, et c'était très stressant d'ailleurs l'échange au téléphone avec sa mère, parce que j'étais en mode non, mais attends, mais elle abuse là, sérieux, le pauvre, on lui a fait vivre toute une misère toute la nuit. Mais je trouvais ça super réaliste, ce dialogue d'ailleurs, de la mère qui est déçue mais qui l'accable pas non plus, mais qui va quand même dire de longs quand même grave et tout. De toute façon, les scènes au téléphone, il y en a beaucoup d'ailleurs de scènes au téléphone. C'est super réussi, la scène avec le livreur UPS, où il apprend. Attention, j'espère que les gens qui ont pas. Là, en même temps, on a presque tout spoilé. Là, voilà. Mais oui, la scène où il apprend que sa mère est morte, c'est incroyablement bien raconté. Et puis, comme tu l'as dit, avec de très très longs plans. Là, on a juste un gros plan avec un léger travelling avant sur Beau, qui hallucine que sa mère soit morte et qui tombe sur un livreur UPS. Mais c'est surtout que, en plus, même là, pour rejoindre en plus l'identification qu'on peut avoir de Beau, c'est que là, cette fois-ci, on comprend pas la scène. Et comme Beau, on dit quoi ? Elle a perdu sa tête. Et t'es en mode, mais comment elle peut perdre sa tête ? Et même lui, il est en mode, il est pas choqué de perdre sa mère. Mais comme tout le monde, on est en mode, mais attends, mais comment elle aurait pu perdre sa tête ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Et ça fonctionne super bien, le côté élément comique qui en fait devient pathétique, qui en devient dramatique. Ouais, non, mais de toute façon, tout ça, c'est super réussi. C'est ça qui est bien, tu vois, c'est que là, quand on en parle, il y a 1 milliard de choses drôles dans le film. C'est vraiment, c'est une mine de trouvailles. Il y a des petits détails comme juste... tu sais, quand le jour où le matin, il va partir, avant qu'il parte de la famille là, qui l'héberge, le père lui propose de prendre un barbecue le matin. Il y a des trucs comme ça, mais t'en as 1000 à la seconde. Genre quand il va acheter de l'eau déjà le médicament, il lui dit de prendre de l'eau et il trouve pas d'eau chez lui, genre, et que toute la rue entière rentre dans son appartement pour faire la Java, mais c'est incroyable. Le mec qui est sur le plafond de sa baignoire, qui goûte de sueur sur lui. Et qu'en mode non. Tu te rends compte la richesse du truc, quoi. Il y a des idées comme ça, il y en a tout le temps. Et c'est des idées à chaque fois originales, et à chaque fois ça fonctionne. Et tu as vraiment ce truc à chaque détour d'une scène, il trouve un truc. Et tu te laisses porter par le flow du film, et c'est super aussi. Je pense pas avoir vu des films comme ça à ce point. À part peut-être, tu parlais de Lynch, mais je crois que Mulholland Drive, il y a un peu ce truc-là. Où à la fin de Mulholland Drive, tu te laisses complètement embarquer, tu sais plus où tu vas, globalement. C'est comme un rêve, quoi. Tu le vis dans l'instant et tu cherches pas le passé ou le futur. Non, là-dessus, on peut en parler maintenant, mais en parlant d'éléments comiques et surprenants, Denis Ménochet aussi, les scènes justement dans le jardin. Il nous propose l'un des meilleurs plans séquences et un de ses meilleurs acting. Pas complètement en plan séquence. Du coup, j'ai revu le film, c'est pas complètement en plan séquence. Mais en fond, en arrière-plan, il te propose plein de trucs. Il fait des pirouettes. Des pirouettes. Et tu vois dans son visage, parce que merci le cinéma d'être très très grand, ça nous permet de voir que même très très loin, même s'il n'est pas au devant de la scène, il est à fond dans son personnage et il se prend vraiment pour un mec de guerre qui va sauver le monde, et c'est génial. Et ce mec devient hilarant. Délire, parce que moi j'avais compris que du coup à la base, Denis Ménochet, il passait presque par hasard sur le tournage. Enfin, il ne devait pas avoir priori de rôle. En fait, on le voit super souvent. C'est-à-dire qu'il revient à la fin pour poignarder les couilles et tout. Et puis il revient pendant la scène de la forêt. La scène de la forêt, il revient, une scène de bataille épique d'ailleurs, où il tire sur tout le monde. Il se tire dessus d'ailleurs.
Et non, mais c'est hallucinant. Effectivement, Denis Ménochet, là, il était incroyable. Mention spéciale aussi, alors, c'est Nathan Lane, je crois, Ouais. le père, là, Ouais. dans la. Je trouve trop drôle. Genre, vraiment, il a vraiment un Avec truc. sa moustache et c'est- toujours ah ouais, son ouais, ton c'est un peu plaintif. il est incroyable. Moi, je trouve que c'est de toute façon. Il y a tellement de choses à dire. Là, j'aurais bien du mal effectivement à donner un sens global à tout ça. Mais genre juste, je vais aller revoir le début, juste Ouais. pour le plaisir de retrouver tous ces petits trucs là. Ah aussi, tiens, très drôle, parce que du coup j'ai revu le film. Donc il y a plein de choses qui se répondent dans le film. Alors truc tout con, mais par exemple il y a le logo de l'entreprise de la mère, Mona Wittgenstein, un truc comme ça. Et ben en fait il est dans les logos des boîtes de production au début. Et autre chose, on voit d'exposer dans la maison de la mère des emballages de nourriture. Mhm. Ce sont les emballages de nourriture qu'on voit dans le frigo de Beau au tout début. Ah. Il y a Ok. aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un portrait à un moment donné de Mona, de la mère, donc avec plein de photos des employés de l'entreprise. Dedans, on retrouve en fait tous les gens qu'on voit dans la rue, euh, qui sont en fait tous là. Ah, Et d'accord. pour aller Tiens, encore j'avais pas plus vu ce loin, détail. le personnage du coup de, alors mince, j'ai oublié son nom, l'actrice de la mère de Holly dans The Office. Je sais plus comment elle s'appelle. Amy Ryan. Amy Ryan, ça doit être ça. Ouais. En fait, on la voit au tout début dans la rue. Elle Ah est ouais. en train de. Ah oui, Il y a, oui, oui. il y a un Oui, food je l'ai truck vu. Oui, oui. et en fait, on la voit. Elle est là. Elle est là, complètement en train de commander. C'est Enfin voilà, vrai. c'est génial tout ce truc du film qui laisse des pistes et en fait tout se répond à un moment donné. Ça a pas, je sais pas si ça a du sens, mais c'est juste que ça rend le truc encore plus fascinant. Pour donner du sens vite fait et très vite, c'est évidemment autour de Freud et Lacan et toute la métaphore autour du deuxième accouchement, de la mère castratrice. Il y a plein de choses là-dessus. Ouais, c'est des Évidemment, on images pourrait- qui sont convoquées, mais je sais pas si. Enfin, Je pense qu'il a pris des motifs, là particulièrement le côté deuxième accouchement, ça c'est sûr, il l'a totalement. Et la mère castratrice, là aussi c'est pareil. Là, on en a une illustration. on en a des illustrations, mais ça reste évident et ça reste aussi bon enfant, entre guillemets. Ça cherche pas non plus à te faire de la réflexion là-dessus. Ce qui est aussi prenant, et je pense que la meilleure façon de prendre Bo is Afraid, c'est premier degré. Là, pour le coup, c'est pas comme un Mother de Darren Aronofsky, où il faut absolument voir le second degré, toute la métaphore autour de la chrétienté, de la Bible, etc., pour vraiment comprendre et apprécier le film. Là, honnêtement, Bo is Afraid, je pense que le premier degré est jubilatoire. Entre Ouais, moi j'aime bien. Je pense qu'il faut. Moi je l'ai vraiment apprécié comme ça. Et tu vois, même Mother, moi ça me dérange pas trop. J'avais rien compris à Mother, mais j'avais trouvé ça génial. Bon, tant mieux, en fin de compte, Non, toi, mais t'es c'est plutôt ça. bon client de Ouais, ce côté je suis- énigmatique. Moi, en fait, j'aime pas quand les films s'auto-gâchent en se dévoilant un peu trop. Et j'avais peur de ça à la fin de Boris the Fred. Mais je trouve qu'il rebondit bien, justement. Bon, Et après, voilà, on va peut-être conclure parce qu'on est déjà à 30 minutes c'est déjà pas mal. d'enregistrement. Je sais pas trop comment. En conclusion, dire que Bo is Afraid, c'est un film à conseiller avant tout. Et à voir au cinéma. Moi, je À suis voir vraiment. au cinéma. Moi, ce qui m'a fait trop bien aussi dans ma salle, c'est qu'il y avait plein de gens qui se marraient et ça a vraiment aidé aussi le visionnage du Ouais. film. Alors- Et puis, sans qu'on soit parlé des conditions techniques aussi. Là, je pense aussi à la scène du début, tout au début, c'est la scène d'accouchement. Tu sais, on est à l'intérieur, je pense, de l'utérus et on voit des flashs de lumière, des flashs de son. Ouais. Il y a le travail avec le 5 points est assez génial. Il y a plein de. Dans tout le film, de toute Ouais, façon. il y a c'est plein assez de bonnes impressionnant. idées. Ouais, je pense qu'il faut se mettre en condition parce qu'en plus 3 heures, j'avoue que moi le regarder passe chez très moi, ouais, mais chez soi, tu vois, 3 non, heures, je trouve oui, que ça passe mieux au cinéma que quand tu es chez toi. Oui, oui, oui. Après, Et voilà. puis, c'est un film à revoir aussi. Donc, Ouais. si vous l'avez vu, Carrément. on J'en parlais espère, à on Seb. espère redonner envie de revoir. J'en parlais à Seb, un de mes autres collègues, qui pareil lui aussi. Moi, j'ai eu envie de le revoir. J'ai vu que le début parce que 3 heures, faut quand même se les taper. Et il y a aussi Seb, du coup, en café, qui pareil a carrément kiffé. Il a très envie de le revoir. Mais je trouve que c'est fascinant à regarder. Et il y a des gens, paradoxalement, qui ont détesté. Mais je comprends complètement. Ça m'est. Et peut-être qu'au deuxième visionnage, en fin de compte, ils c'est ça. vont davantage. Il y a des films, de toute façon, il faut les comme voir, Mulholland il faut les voir Drive, plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Il y a des films, en fait, tu les vois une fois, tu dis c'est de la grosse merde. Et en fait, tu les revois, soudainement, ça parle, soudainement, ça marche et tout. Chacun arrive avec sa cinéphilie. Il y en a à qui ça parle, d'autres ça parle pas. Et puis voilà. Mais en tout cas, je suis très content que ce genre de films, qui en plus ont des réactions hyper contrastées, existent. Je trouve qui permettent un débat aussi. Ouais, tu vois, la discussion, elle est cool. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire du film. Voilà. Et puis les gens qui pensent que c'est un film débile, mais enfin, vous voyez les autres films de Ari Aster, ce mec est loin d'être un imbécile. Je pense qu'il fait jamais des choses gratuites. C'est pas parce que c'est pathétique que c'est imbécile. Et voilà. Et moi j'ai dit que j'aimais bien le côté un peu premier degré du truc. Moi vraiment les
couilles, je les ai prises pour des couilles qui parlent. J'ai pas été au-delà au niveau analyse, mais c'est pas pour ça que le propos du film est débile et qu'il a fait ça au pif. D'un point de vue d'Artana, c'est très très bien fait. L'image est magnifique, la bande son est superbe, c'est très bien interprété. Enfin, vraiment, c'est un des films marquants pour moi de ce début d'année. Je pense que ça va être un film marquant de cette année, ça c'est certain. Ça, en tout cas, en conclusion, ça fait une belle phrase. C'est une belle phrase de conclusion. Et ben écoutez, sur ce, on se dit à Plux pour à Plux peut-être pour un autre coup de cœur de Lux, on ne sait pas trop. On espère. Pas de régularité de ce format, mais enfin, on a hâte d'en faire d'autres. C'est vrai que c'était agréable la conversation avec toi, Benjamin. Et bah la même, je pense aussi. Eh bien, profitez bien de revoir le film ou de le voir, en tout cas. Ouais. Et à Plux.